Il n'y a pas eu de conférence de presse, pas de caméra, pas de négociation. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté, jugé et expulsé comme un risque, pas comme un ancien président. Pendant plus d'1 an, son nom semblait appartenir au passé, renversé, exilé, silencieux, classé. Puis, en une seule décision, cette illusion s'est effondrée. Dans le Sahel, le pouvoir ne disparaît jamais. Il attend, il se déplace, il mutile les certitudes. Aux yeux des autorités de Ouagadougou, Damiba n'était pas un homme retiré de la scène politique. Il était un centre de gravité invisible, un point de convergence pour les frustrations, les loyautés fissurées, les ambitions non enterrées. Les accusations ne parlent pas de rivalité politique, elles parlent de survie nationale, coordination avec des officiers mécontents, tentative de déstabilisation militaire, menaces visant le sommet de l'État. Une fois ce cadre posé, tout change. L'exil cesse d'être une protection, tant il devient une faille de sécurité. Derrière cette requalification se tient le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis septembre 2022, son message n'a jamais varié. Le Burkina Faso ne tolérera plus les pouvoirs parallèles, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Dans sa logique, la souveraineté n'admet pas l'ambiguïté. Elle ne cohabite pas avec l'hésitation. Elle exige des décisions irréversibles. L'arrestation et l'expulsion de Damiba ne sont donc pas un événement isolé. C'est un signal, un avertissement, une déclaration silencieuse. Les frontières ne sont plus des refuges. Les anciens statuts n'offrent plus d'immunité. La coopération régionale prime désormais sur l'approbation internationale. Mais cette rupture révèle aussi une vérité plus inquiétante. Dans un pays écrasé par la violence djihadiste, les coups d'État répétés et l'épuisement populaire, la frontière entre opposition politique et menace existentielle devient dangereusement mince. Ce qui se joue ici dépasse un homme. C'est une redéfinition du pouvoir. Et elle ne fait que commencer. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il est apparu dans un moment de panique nationale. Janvier 2022. Le Burkina Faso perdait le contrôle de son territoire. Des villages entiers disparaissaient. La peur avançait plus vite que l'État. Quand Damiba et ses hommes ont renversé Roch Marc Christian Kaboré, ce ne fut pas vécu comme une célébration. Ce fut accepté comme un dernier recours, une opération de sauvetage, pas une révolution. Damiba s'est présenté comme un officier rationnel, calme, méthodique, promettant sécurité, discipline et coopération internationale. Pour beaucoup, il incarnait l'idée rassurante que l'armée pouvait réparer ce que la politique avait détruit. Mais dans le Sahel, les promesses ont une durée de vie courte. Très vite, la réalité a rattrapé le discours. Les attaques se sont multipliées. Les massacres ont continué. Les soldats au front parlaient de manque d'équipement, de chaînes de commandement floues, d'ordres qui arrivaient trop tard. À l'intérieur des forces armées, une fracture s'est ouverte. Damiba était perçu comme éloigné du terrain, trop institutionnel et trop lent, trop confiant dans des partenariats extérieurs qui, depuis des années, n'avaient pas inversé la tendance. Dans un contexte où le sentiment anti-français montait brutalement, cette perception est devenue fatale. Damiba n'incarnait plus la rupture, il symbolisait la continuité sous uniforme militaire. Lorsque les jeunes officiers ont commencé à murmurer, ce n'était pas une querelle idéologique, c'était une accusation fonctionnelle. Il ne livrait pas ce qui justifiait son pouvoir, la sécurité. En septembre 2022, le basculement fut rapide. Le coup mené par le capitaine Ibrahim Traoré a duré quelques heures. Aucune mobilisation massive pour défendre Damiba, aucune résistance sérieuse. Sa chute a révélé une vérité brutale. Il n'a pas été renversé par l'opposition. Il a été rejeté par l'institution même qu'il avait portée.
Dans le Sahel, c'est la condamnation la plus lourde. L'exil a suivi. Togo, silence officiel. Pour beaucoup, l'histoire semblait terminée. Mais dans cette région, le pouvoir perdu ne s'éteint pas. Il se transforme. Et parfois, il revient sous une forme plus dangereuse. L'exil de Paul-Henri Sandaogo Damiba a été interprété comme une neutralisation, une erreur classique. Dans le Sahel, le silence n'est jamais vide. Depuis Ouagadougou, une autre narration s'est installée. Damiba ne se retirait pas, bien, il se reconfigurait. Les autorités burkinabées ont progressivement redéfini son statut. D'ancien chef d'État, il est devenu nœud de réseau. Un point d'articulation entre frustration interne et ambition inachevée. Les accusations se sont accumulées. Contact maintenu avec des officiers mécontents. Encouragement à la désobéissance. Exploitation du chaos sécuritaire pour fragiliser l'état de l'intérieur. Dans cette lecture, l'exil n'était pas une fin, c'était un repositionnement tactique. Le moment décisif est venu par l'image. Chaque soir, la télévision nationale diffusait des aveux, des visages fatigués, des voix hésitantes, des officiers et intermédiaires nommant Damiba comme source des instructions. Et le message n'était pas subtil, ce n'était pas un soulèvement spontané, c'était une architecture. À l'étranger, les critiques ont immédiatement réagi. Confession forcée, manipulation politique, absence de garantie juridique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, l'effet fut différent. Dans une société usée par l'insécurité, la simple idée d'un ancien président conspirant depuis l'extérieur a produit un choc psychologique profond. La peur a changé de forme. Elle ne venait plus seulement des groupes armés, elle venait de l'intérieur. À ce stade, la question n'était plus morale, elle était stratégique. Pour Ibrahim Traoré, tolérer cette situation revenait à institutionnaliser l'instabilité. Avancer tout en laissant un centre de gravité hostile intact était inconcevable. Une ligne invisible a été franchie. Damiba n'était plus un acteur politique marginal, il devenait une menace active. Dans ce cadre, l'exil perd toute valeur protectrice, il n'existe plus de distance sécurisante, il n'y a que des risques non neutralisés. Le pouvoir, lorsqu'il est renversé, ne disparaît pas, il mute, il s'adapte, et pour un État en survie, ignorer cette mutation n'est pas une option. La décision qui suivra n'est donc pas une réaction, elle est l'aboutissement d'une accumulation, et elle va redéfinir les règles régionales. Pendant des mois, le Togo a semblé offrir à Paul-Henri Sandaogo Damiba ce que l'exil promet habituellement. Distance, discrétion, effacement politique. Aucune déclaration, aucune apparition publique, une absence soigneusement entretenue. Mais dans l'Ouest africain actuel, le silence n'est plus neutre. Il est observé, pesé, interprété. Le Togo n'est pas un refuge anodin, c'est un État côtier, charnière, coincé entre un Sahel sous tension et les circuits diplomatiques régionaux. Sa stabilité n'est pas idéologique, elle est stratégique. À mesure que les accusations contre Damiba se multipliaient à Ouagadougou, la position togolaise devenait inconfortable. Accueillir un ancien président accusé de déstabilisation active n'était plus un geste humanitaire, c'était un risque politique. Rester silencieux revenait à choisir un camp sans le dire. Et dans cette région, l'ambiguïté coûte cher. La décision est tombée sans mise en scène. Arrestation, jugement, expulsion, pas de négociation prolongée, pas de solution alternative, pas de transition douce. Le message était limpide. Le territoire togolais ne servirait pas de base arrière à l'instabilité sahélienne. Ce geste marque une rupture profonde. Pendant des décennies, l'exil n'a fonctionné comme une soupape, un moyen d'absorber les chocs politiques sans les résoudre. Le Togo a rompu avec cette logique. Il a choisi l'alignement régional plutôt que l'hospitalité politique.
Ce choix n'est pas une soumission à Ouagadougou, c'est un calcul froid, dans un espace où l'insécurité traverse les frontières plus vite que les communiqués diplomatiques. La neutralité devient une vulnérabilité pour le Burkina Faso. L'impact est immédiat, l'isolement recule, la coopération cesse d'être verbale, les frontières commencent à fonctionner comme des lignes de défense. Pour le Sahel, le signal est encore plus fort. L'ère où les anciens dirigeants pouvaient manœuvrer librement depuis les capitales voisines touche à sa fin. L'exil change de nature, il n'est plus un sanctuaire, il devient conditionnel. En expulsant Damiba, le Togo redessine la géographie politique de la région. Il affirme que l'instabilité ne sera plus exportée discrètement, qu'elle sera traitée collectivement. Cette décision transforme un cas individuel en précédent et dans un Sahel en recomposition. Les précédents façonnent l'avenir plus sûrement que les discours. Pour comprendre ce qui arrive à Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut quitter l'événement et entrer dans la doctrine d'Ibrahim Traoré. Pour Traoré, gouverner n'est pas arbitrer, c'est tenir. Dans un État menacé d'effondrement, la nuance est perçue comme un luxe. Et le luxe, dans le Sahel, coûte des vies. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Traoré a imposé une rupture méthodique, pas spectaculaire, structurée. Chaque décision répond à une logique cumulative et dit dans son cadre mental. La souveraineté ne se partage pas, elle ne se négocie pas, elle s'impose. Et Damiba, dans cette lecture, n'est pas un rival politique, il est un facteur d'instabilité, un ancien chef militaire disposant encore de réseaux, de symboles et de mémoire institutionnelle. Tolérer une telle figure, même à distance, équivaut à accepter une fissure permanente dans l'édifice de l'État. Or, pour Traoré, un État fissuré est déjà vaincu. C'est ici que la notion de menace existentielle prend tout son sens. Une fois qu'un individu était classé dans cette catégorie, le débat cesse. Il n'y a plus de compromis possible, il n'y a que la neutralisation. Cette logique explique le style de gouvernance adopté. Les accusations sont publiques, les récits sécuritaires sont assumés, la peur n'est pas dissimulée, elle est instrumentalisée, non pour choquer l'extérieur, mais pour discipliner l'intérieur. Traoré gouverne par signal, chaque action vise moins la personne concernée que ceux qui observent, officiers hésitants, élite ambiguë, acteurs extérieurs tentés par l'ingérence. Le message est simple, l'ambiguïté n'est plus tolérée, la loyauté n'est plus négociable. Ce choix a un coût et il est assumé. Rupture avec les cadres sécuritaires traditionnels, expulsion des forces françaises, sortie des structures régionales perçues comme contraignantes, rétablissement de sanctions extrêmes pour la haute trahison. Chaque mesure réduit la marge de manœuvre diplomatique, mais elle augmente le contrôle interne pour les soutiens de Traoré. Cette stratégie est réaliste, il rappelle une évidence brutale. Les cadres antérieurs ont échoué, la violence a progressé sous leur protection. Pour ses détracteurs, c'est une dérive autoritaire, une concentration dangereuse du pouvoir, une pente où l'exception devient règle. À Titart, les deux lectures coexistent et aucune ne peut être balayée d'un revers de main. Mais une chose est claire, dans cette architecture, l'affaire Damiba n'est pas un dérapage, elle est une conséquence logique. Quand la souveraineté devient le principe suprême, toute zone grise devient une menace. Quand la survie est érigée en priorité absolue, les garanties secondaires s'effacent. Traoré ne cherche pas l'approbation internationale, il cherche la continuité de l'État et il est prêt à payer le prix politique pour cela. La question n'est donc plus de savoir si cette méthode est confortable, elle ne l'est pas. La vraie question est plus inconfortable encore. Peut-on stabiliser un État en guerre sans durcir le pouvoir? D'autres ça. Et si la réponse est non, jusqu'où aller sans se perdre soi-même? 3S, c'est ce dilemme que le Burkina Faso a choisi d'affronter. Sans détour, la doctrine de fermeté du Burkina Faso ne s'est pas construite dans l'isolement, elle s'est régionalisée
avec le Mali et le Niger. Ouagadougou a contribué à créer l'Alliance des États du Sahel. L'AES n'est pas un symbole, c'est une réponse défensive à une réalité partagée. 3 États sous pression permanente, violence armée, tentative de déstabilisation, sanctions diplomatiques, conditionnalités extérieures. L'AES repose sur une idée simple, la survie ne peut plus être traitée pays par pays, elle doit être collective. Pour le Burkina Faso, cette alliance offre une profondeur stratégique, un parapluie politique, un espace de coordination sécuritaire et surtout une protection contre l'isolement. Mais cette recomposition a déclenché une réaction immédiate à l'extérieur et dans les capitales occidentales. Le discours s'est durci, autoritarisme et militarisation. Il n'y a aucun temps. Érosion des normes démocratiques, l'affaire Damiba a cristallisé ses critiques, arrestations expéditives, procédures opaques, confession télévisée, rétablissement de la peine capitale, le récit est cohérent. La sécurité servirait de prétexte pour éliminer les rivaux. Du point de vue sahélien, cette lecture est perçue comme déconnectée. Pendant des années, les cadres soutenus par l'Occident ont coexisté avec une violence croissante. Les avertissements ont été ignorés, les morts se sont accumulés. Dans ce contexte, l'adhésion à des standards sans résultat est devenue intenable pour les dirigeants de l'AES. La séquence est inversée. D'abord la sécurité, ensuite, éventuellement, la réforme. Un État assiégé ne peut fonctionner comme un État stable. Exiger l'inverse revient à accepter son effondrement. Cette divergence n'est pas seulement morale, elle est stratégique. L'AES réduit la capacité de pression individuelle. Les sanctions deviennent moins efficaces. La stigmatisation diplomatique perd de son impact. Et surtout, elle envoie un message clair. Les tentatives de déstabilisation, internes ou externes, seront traitées comme des menaces communes. Dans ce cadre, l'affaire Damiba change d'échelle. Elle n'est plus seulement burkinabé, elle devient régionale. Un ancien président ne peut plus jouer sur les frontières. Les alliances ferment les interstices. Cela ne garantit pas le succès. Les défis restent immenses, manque de ressources, violence persistante, pression économique, mais une chose est acquise, les États du Sahel ne se positionnent plus en attente de solutions. Ils imposent leur propre lecture de la survie. Et cette lecture redéfinit brutalement les règles du jeu. L'arrestation et l'expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba marquent plus qu'un règlement de compte politique. Elle signale un changement de régime mental. Pendant des décennies, l'instabilité sahélienne a suivi un schéma répétitif, un coup d'État, un exil, des réseaux maintenus, puis un retour sous une autre forme. Les frontières servaient de zone tampon, l'exil de temps mort stratégique. Ce cycle est désormais contesté sous l'impulsion du Burkina Faso et de ses alliés. L'exil cesse d'être une assurance, il devient une situation provisoire, conditionnelle, réversible. Cette rupture comporte des risques évidents. La concentration du pouvoir peut glisser vers la répression. Les mesures d'exception peuvent se fossiliser. La peur peut devenir un outil permanent plutôt qu'un moyen transitoire. Ces dangers sont réels. Les ignorer serait irresponsable. Mais une autre réalité s'impose avec la même force. Le Burkina Faso n'opère pas dans un environnement normalisé, il évolue sous pression constante, violence armée, économie fragilisée, société épuisée. Dans ce contexte, gouverner par précaution peut être perçu comme une abdication, hésiter, comme une complicité involontaire. C'est ce renversement de perception qui explique l'adhésion partielle de la population. Beaucoup n'approuvent pas tout, mais ils comprennent la logique. Ils privilégient la promesse de stabilité à l'élégance institutionnelle. La trajectoire choisie n'est pas confortable.
Elle est tranchante, irréversible à court terme. Si cette stratégie produit des résultats, elle fera école. D'autres États fragiles y verront une alternative aux cadres imposés et inefficaces. Si elle échoue, les conséquences seront lourdes. Isolement renforcé, radicalisation interne, érosion durable de la légitimité. Il n'y a pas de scénario sans coup. L'affaire Damiba fonctionne ainsi comme un test, et pas seulement pour le Burkina Faso, pour tout le Sahel. Elle pose une question que beaucoup évitent. Jusqu'où un État peut-il aller pour survivre sans se dénaturer ? Trois, refuser de répondre ne suspend pas le problème. Cela laisse simplement le terrain à ceux qui imposent leur réponse par la force. Le Burkina Faso a choisi de ne plus attendre. Il a accepté le risque du choix clair. Reste à savoir si cette clarté produira la stabilité promise ou si elle ouvrira une séquence encore plus dure. Dans le Sahel, l'histoire ne pardonne ni l'inaction ni l'illusion. L'affaire Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas une fin. C'est une balise. Elle indique où le pouvoir se place désormais au Burkina Faso. Elle montre ce qui est toléré. Et surtout, ce qui ne l'est plus. Un ancien chef d'État a été traité comme une variable de sécurité, pas comme une figure historique, pas comme un opposant, comme un risque à neutraliser. Ce choix redéfinit la souveraineté en pratique et elle n'est plus débattue et elle est appliquée. Si cette logique est acceptée, une conséquence devient inévitable. Les zones grises disparaissent. Les loyautés deviennent binaires. La neutralité s'érode. Si elle est rejetée, une autre réalité s'impose. L'État devra cohabiter avec des centres de pouvoir parallèles. L'instabilité restera structurelle. Le cycle recommencera. Et si le silence prévaut, le résultat sera le même. L'ambiguïté nourrit toujours les acteurs les plus déterminés. Le Burkina Faso a fait son pari. Il privilégie la cohérence interne à la validation externe. Il accepte la pression internationale comme un coût, pas comme une limite. Ce pari ne garantit rien. Et il engage tout, il exige des résultats concrets, une amélioration réelle de la sécurité, une capacité à éviter que l'exception ne devienne la norme permanente. Sans cela, la fermeté perdra sa justification et la souveraineté proclamée se retournera contre ceux qui l'invoquent. Mais une chose est déjà acquise, le Sahel ne fonctionne plus selon les anciennes règles. L'exil n'est plus un refuge automatique. Les frontières se ferment au jeu double, les alliances régionales prennent le pas sur les arrangements individuels, le temps des équilibres fragiles touche à sa fin. Reste une question que personne ne peut esquiver. Quand la survie devient l'argument central du pouvoir, qui décide du moment où l'urgence s'arrête? Trois. C'est là que se jouera l'avenir, pas dans les discours, mais dans les conséquences.